Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bonjour Eric. Bonjour à tous les deux. Alors avant même de commencer, on avait 3 grands merci. Le premier, merci d'avoir accepté de te livrer au micro de Tipping Point. Merci de nous recevoir chez toi en Auvergne. Et merci pour la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Alors juste pour ceux qui connaissent pas, une mini parenthèse, mais tu vas y revenir beaucoup plus longuement. La CEC, c'est plus de 500 dirigeants et dirigeantes qui se réunissent donc depuis septembre pendant 8 mois pour aligner le monde de l'entreprise en France avec les accords de Paris, avec un grand objectif qui est de résoudre la dissonance entre l'urgence écologique et les priorités économiques. Donc on va y revenir bien sûr, comment t'es venue l'idée, comment ça fonctionne, parmi plein d'autres choses. Et en fait, avec Romain, on alterne très souvent pour écrire et puis introduire surtout nos épisodes. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de le faire puisque Romain est un peu jugé parti, puisqu'il fait partie des 150 dirigeants de la CEC. Et j'avais envie de profiter de cette intro pour témoigner, moi, de ce que je vois depuis que vous avez lancé la CEC en septembre. Et ce que je vois, c'est beaucoup d'émotions d'abord. Je vois vraiment Romain chamboulé à chaque fois qu'il rentre de ces 2 jours de CEC. Avec parfois, il faut aussi que je l'avoue, quelques mauvaises nuits. Les nuits qui suivent ne sont pas toujours faciles. Mais je vois aussi beaucoup de discussions sérieuses et passionnées dans l'entreprise au sujet de notre business model. Beaucoup de résonance auprès des collaborateurs, des candidats, des partenaires quand on présente ces réflexions. Donc vraiment quelque chose de puissant qui se passe depuis septembre. Voilà, et j'avais vraiment envie de le poser là en introduction avant de commencer. Mais j'arrête, on va en reparler un peu plus longuement. Je te donne la parole, Eric. Qui es-tu ? Quels sont tes tipping points qui t'amènent à porter cette convention extraordinaire aujourd'hui ? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Merci pour cette introduction qui me touche, bien sûr, puisque il y a 1 an, en fait, ce projet, c'était juste quelques slides PowerPoint. Et donc, de sentir l'émotion chez les participants, chez l'équipe d'organisation, et que quelque chose, un mouvement est en train de grandir, c'est une grande émotion pour moi. Si je me présente en quelques mots, je dirais que finalement rien ne me prédestinait à lancer la Convention des entreprises. J'étais plutôt parti sur un parcours vraiment classique avec 2 parents profs, des bonnes études, une prépa aux écoles de commerce, une école de commerce, et puis un parcours qui m'a mené dans une grande entreprise que j'avais choisie en connaissance de cause, c'est-à-dire un fleuron de l'industrie française, aussi pour pouvoir contribuer à finalement renforcer ce fleuron qui continue à se développer, et puis essayer... On peut la nommer ? On peut la nommer, bien sûr, c'est Michelin, on en reparlera. Et aussi une entreprise dont je sentais à l'époque, quand je me suis engagé, en gros à 20 ans, pour mon tout premier stage dans cette entreprise, qui avait des valeurs extraordinaires et très humaines dans lesquelles je me retrouvais complètement, et une dimension internationale qui à l'époque me tentait beaucoup aussi pour profiter d'une carrière pour découvrir le monde. Ce qui d'ailleurs a été le cas. On n'aura peut-être pas trop le temps de revenir dessus, mais j'ai pu, grâce à Michelin, partir 2 fois aux États-Unis, une fois tout seul, une fois en famille. J'ai pu vivre 4 années géniales au Mexique, où je m'occupais des finances de Michelin au Mexique, mais à l'époque c'était quand même aussi une découverte d'une culture, d'un pays. Notre premier enfant est né à Mexico,
Et puis aussi une grande variété, donc là je parle vraiment du parcours professionnel, mais une grande variété de métiers. En fait aussi, c'est une entreprise qui offre ses passerelles. Donc j'ai fait beaucoup de finance au début, et puis ensuite je basculais dans le business. Donc j'étais directeur de grands comptes, je me suis occupé de la stratégie sur des nouvelles offres, je me suis occupé de pricing pendant très longtemps. Et puis, dans mes derniers postes, j'étais sur l'émergence de nouveaux business models, notamment dans le monde des services. C'est toujours un grand enjeu pour Michelin de pouvoir proposer ses produits, ses pneus, sous la forme d'un service. Et donc avec une notion aussi d'empreinte écologique qui est sous-jacente en fait à ce genre d'offre. Donc voilà, donc ça c'est, je dirais, sur la description d'un parcours avec cette diversité culturelle, la diversité aussi de ce que j'ai pu faire, et puis effectivement des rencontres assez incroyables partout dans le monde, et des deals, des questions business très très différentes suivant les pays, suivant les unités de business qu'on peut avoir chez Michelin. Donc voilà, je dirais que pendant 20 ans, je me suis jamais ennuyé, et quelque part, je pense qu'on va en reparler, mais j'avais quand même une interrogation profonde sur le sens de ce qu'on fait quand on est dans un grand groupe, et sur aussi, je dirais, mon style de leadership. Donc là, c'est plus personnel. Et sur le leadership en général, c'est des questions qui me sont venues assez vite, des questions autour des ressources humaines, qu'on appelle le service du personnel chez Michelin. Comment être au service des personnes, comment faire pour que chaque personne donne le meilleur d'elle-même, trouve sa vocation. Donc ça a été des questions qui sont venues comme un fil rouge en fait dans mon parcours, jusqu'à un moment dans mon dernier poste aux États-Unis où on m'a proposé de faire un coaching, et donc dans ce coaching qui a duré plusieurs mois, s'est produit, je pense, une transformation intérieure qui m'a mené finalement d'étape en étape vers le lancement de la Convention des entreprises pour le climat. Donc voilà, et autrement, on est installé effectivement en Auvergne avec 3 enfants qui sont dans l'adolescence, et puis voilà, beaucoup d'envie, de loisirs aussi, même si l'année qui vient de s'écouler a été très intense, donc au niveau social et loisirs, j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais voilà, plein de choses qui m'intéressent dans la vie, dans la littérature, dans toute cette curiosité qu'on peut avoir sur le monde qui bouge. Donc voilà, et je me résumerai en disant que j'aime la vie, ce qu'elle nous apporte, et j'aime les gens en fait, ou toutes les personnes qu'on peut rencontrer dans leurs différences. Et ça sera aussi peut-être quelque chose dont on parlera sur qu'est-ce qui fait l'ADN en fait de la CEC. C'est aussi une approche qui tend la main en fait, et qui essaye de créer un collectif avec des dirigeants d'entreprise qui sont hyper divers. C'est un énorme challenge, mais on essaye d'incarner ça. Voilà, en quelques mots. Super. J'ai une première question qui m'est venue quand tu parles de ton parcours qui allie en fait carrière professionnelle et découverte du monde avec les enjeux écologiques qui sont les nôtres. Est-ce que dans 20, 30, 40, 50 ans, nos enfants, nos petits-enfants pourront continuer d'allier carrière et découverte du monde aussi intensément que ce qui a pu être notre cas, en tout cas plutôt dans notre génération où c'était relativement facile? Alors il y a plein de tiroirs dans cette question. Déjà, est-ce que nos enfants vont avoir une carrière comme on peut l'imaginer dans une entreprise comme là, c'était 20 ans et parti peut-être pour toute la carrière, 40 ans, dans un grand groupe? Je crois pas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de sauts en fait, et des cheminements beaucoup plus chaotiques en fait dans les carrières du futur. Après, il y a aussi la question du mode de vie, qui est quand même aussi l'énorme elephant in the room, comme on dit, qui est: est-ce que nos enfants vont garder ou pouvoir avoir un mode de vie proche du nôtre, sans parler des voyages pour découvrir le monde. Au niveau des modes de vie, ça m'est venu très fort, justement en habitant aux États-Unis, en famille. C'est que, notamment là où on habitait, donc dans le sud des États-Unis, dans une ville moyenne avec des malls, une consommation à forte intensité,
c'est que ce modèle-là, ce mode de vie ne pourra pas durer. Et c'est certain. Et ça, est-ce que c'est à 10 ans, est-ce que c'est à 20 ans, à 30 ans? Le peuple américain ne le sait pas, ou peut-être dans son inconscient, mais c'est pas possible d'imaginer de continuer à avoir la construction, la destruction des habitats qui sont énormes, qui surconsomment l'énergie, des véhicules qui sont énormes, des centres commerciaux qui sont remplis, où tous les samedis il y a des bouchons pour aller acheter des choses qui ensuite vont être jetées sans aucun tri très très rapidement. Donc voilà, les conteneurs arrivent de Chine, ils arrivent dans ces centres commerciaux, ils sont consommés, c'est jeté, et voilà, toutes les notions de circularité, de sobriété, là où on a habité, vraiment, ils en sont très 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 loin. Donc ça, c'est venu très fort, percuter notre style de vie aussi avec les enfants, en se disant, on est là devant un monde qui va s'arrêter d'une manière ou d'une autre, et donc oui, nos enfants ne vivront pas de la même manière que nous. Ensuite, il y a cette question de découverte du monde, et c'est vrai que c'est facile, pour moi, je peux le dire, de diminuer l'empreinte carbone, parce que j'ai plus pris l'avion depuis qu'on est rentré des États-Unis, donc ça fait 1 an et demi. C'est facile de dire ça quand on a pu voyager à travers le monde. Avec Michelin, je suis allé dans tous les pays, en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, on a aussi profité pour découvrir d'autres cultures. Donc finalement, quand on s'est rassasié de cette imprégnation culturelle, c'est facile après de faire un renoncement. C'est un faux renoncement. Donc ça fait partie des dilemmes ou des ambiguïtés, des contradictions qu'on peut avoir. Je l'ai moi aussi, parce que j'ai adoré finalement découvrir le monde, et maintenant je me rends tout à fait compte que le monde de demain ne pourra pas permettre à 8 milliards d'habitants d'aller aux 4 coins de la planète pour découvrir les autres cultures. Donc voilà, c'est une contradiction, mais je pense qu'on en a plein d'autres sur nos modes de vie. Mais effectivement, voilà, donc ça c'était, est-ce qu'on va pouvoir vivre pareil? Est-ce qu'on va pouvoir voyager pareil? Et après, au niveau de ta question sur le sens du travail et des carrières, il y a une énorme crise de sens dans toutes les entreprises, et notamment dans les grandes entreprises. Et cette crise de sens fait que, à mon avis, les nouvelles générations vont avoir une relation au travail, une relation à l'entreprise complètement différente, voilà, qui doit être réinventée. Et même la raison d'être des entreprises doit être réinventée si elles veulent attirer ces talents-là et les garder dans la durée. Donc c'est un énorme challenge. Moi, je crois que c'est une opportunité, parce que ça va être sans doute un des vecteurs du besoin de réorientation des raisons d'être des entreprises pour justement pouvoir garder des richesses humaines dans la durée. Mais la transition va sans doute se faire en douleur, notamment pour les grands groupes. Juste avant d'aller sur le terrain de l'entreprise, moi j'aimerais revenir aux US. Comment est-ce qu'on peut créer le wake-up call pour ces gens-là qui vivent ce que tu décrivais tous les samedis, s'enfermer dans des grands malls, consommer, et rester dans cette dynamique-là dont on sait qu'elle n'est pas pérenne. Comment est-ce qu'on peut créer véritablement ce wake-up call aussi pour ces territoires-là? Nous, on entend souvent, oui, mais nous, on bougera quand il faut que les États-Unis, la Chine bougent, la Russie, le Brésil. Donc, nous, on bougera après. Comment est-ce qu'on fait aussi, eux, pour les inviter à faire ce pas de côté, à se dire, OK, on doit... ce n'est plus concevable de consommer de la façon dont on le faisait jusqu'à présent. Un autre futur est possible. Comment est-ce qu'on fait? Alors ça, c'est une question que je me pose, effectivement. Et un des rêves de la CEC, et dans le narratif que j'ai écrit au tout début du projet, donc c'était en juillet 2020, qui m'est venu comme ça un beau matin en disant la CEC, ça sera ça. Il y a une étape aux États-Unis en 2023. Donc, en partant des États-Unis et ensuite en lançant la CEC, j'ai ce rêve en moi d'y retourner et d'essayer de porter les valeurs de la CEC dans ce pays-là, qui sont en fait une transformation du modèle économique, mais en fait c'est du modèle de société aussi, pour que les entreprises qui aujourd'hui sont configurées pour maximiser les profits, pour exploiter les ressources au maximum,
et donc finalement enrichir la valeur des actionnaires pour qu'il y ait une redéfinition on dit from profit-centered to purpose-centered. Et donc faire cette transformation d'un modèle d'entreprise complètement différente et qui contribue au bien commun plutôt que d'enrichir les actionnaires. Ça, ce serait une petite part que on pourrait apporter avec la CEC pour essayer de participer à cette bascule vers un nouveau modèle d'entreprise. Après, pour être plus concret, pour énormément de personnes, le tipping point, il vient de quelque chose qu'on a ressenti dans ses émotions, notamment les gens qui vivent proche de la montagne, qui voient que ça change, les gens qui font la plongée sous-marine, qui voient que ça change. Et donc, qu'est-ce qui va faire que ça va changer pour les Américains ? Moi, je vois deux aspects. L'aspect énergie, puisque pour l'instant, l'énergie ne coûte rien aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des grosses voitures, que on chauffe une maison, le budget, c'est pour nous 4 fois moins qu'un budget en France, en fait. Et donc, l'énergie ne coûte rien. Donc, on va toute l'année soit climatiser, soit chauffer. Et il y a aucune notion de coût énergétique, en fait, parce qu'il y a plein d'autres choses qui passent avant, comme le judiciaire est plus important, le risque judiciaire est un élément de décision beaucoup plus important que le coût énergétique pour un businessman américain, par exemple. Donc, les coûts de l'énergie vont quand même changer. Il va y avoir des pénuries d'énergie qui vont arriver à un moment ou à un autre. Donc là, ça va remettre en question. Mais en fait, il y a des choses qui viennent plus vite. C'est comme les grands événements climatiques qu'il peut y avoir. Donc là, en Californie du Nord, c'est quand même passé des choses. J'ai pas mal d'amis là-bas qui sont quand même choqués par ce qui s'est passé. Et puis, il y a le stress hydrique. Donc, on sait, dans la Californie du Sud, c'est un état, normalement, c'est un endroit où l'espèce humaine ne devrait pas habiter. Il n'y a pas d'eau qui arrive à cet endroit-là. Pas assez, en tout cas. Et aujourd'hui, ils ont des cultures, ils utilisent énormément d'eau. Il y a des terrains de golf. Enfin, on est sur une anomalie, en fait, que permet, en fait, la ponction des réserves d'eau qui existent et qui sont en train de baisser très vite. Donc, on a là des millions d'Américains. En plus, c'est un centre culturel hyper important qui vont affronter, en fait, la faim ou la pénurie de certaines ressources majeures. Et là, il va y avoir forcément une prise de conscience qui va monter d'un niveau par rapport à des enjeux du climat où tout le monde se dit on a 20 ans, 30 ans devant nous. Et voilà, c'est quand on est concerné au premier chef par déplétion de ressources ou par manque d'énergie ou par une dégradation qu'on peut voir soi-même que finalement on a ce sursaut. Donc voilà, le wake-up call aux États-Unis, malheureusement, j'ai l'impression qu'il va arriver assez tard et que ça va être un bouleversement de société phénoménal pour eux. Et le dernier sujet, c'est que, à mon sens, on va vers une crise monétaire financière majeure, puisqu'il y a une décorrélation entre l'argent qu'il y a dans le système et puis les ressources pour fournir selon la valeur de cet argent. Et donc, tout le système des fonds de pension américains est basé sur la promesse de rendement futur. Ces rendements, on sait qu'on vit au-dessus de nos moyens, donc ils vont forcément diminuer. Et ça va bouleverser aussi au niveau sociologique, en fait, le modèle de société américain. Donc voilà, je suis pas hyper optimiste. Ils ont des qualités énormes, ils savent se remettre en question, ils savent se transformer. Donc comment vont-ils réagir ? Est-ce qu'ils vont réagir en tant que société ou est-ce qu'il va y avoir un moment de fracture majeure de la société là-bas ? C'est une vraie question et ça nous pose aussi la question de la résilience au niveau européen, où là j'avoue que j'ai plus d'espoir personnellement pour plein de raisons sur comment on peut créer cette résilience et avoir un futur souhaitable au moins en Europe. Et justement, on s'était noté de te demander est-ce qu'il y a des initiatives comme la CEC ailleurs dans le monde, puisque là tu parlais d'exporter la CEC aux États-Unis. Est-ce que tu as regardé ou est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se passent Alors, il se passe énormément de choses dans le domaine de la transition. Bien sûr, mais tu vois, vraiment comme la CEC, de se dire on réunit des chefs d'entreprise, en tout cas au niveau des entreprises. Alors moi, j'ai eu l'occasion, j'ai quand même pas mal de contacts encore aux États-Unis. On a eu des contacts dans plusieurs pays européens. On a des contacts maintenant au niveau de l'Europe, des instances européennes. Et puis j'ai l'occasion, parce que je m'intéresse beaucoup au sujet du coaching, aussi d'échanger avec des grands réseaux mondiaux de coachs.
et de présenter ce que fait la CEC. Pour l'instant, dans l'originalité de ce que fait la CEC, et c'est là où on va pouvoir en parler, j'ai pas vu d'équivalent. Si on se dit que les ingrédients principaux sont effectivement un collectif, donc de créer un collectif, puisque là c'est 150 entreprises, et surtout, en fait, c'est l'investissement de temps qui est demandé pour des dirigeants. En fait, les dirigeants d'entreprise, ils passent du temps sur le sujet de sustainability, développement durable, RSE. Mais en fait, ils y passent du temps de temps en temps, quelques minutes par-ci par-là, quelques heures, ils vont à un séminaire, un forum, faire une intervention. Mais l'engagement qui est demandé dans la CEC, qui a été le plus dur pour notre émergence, parce qu'il fallait en trouver 150 qui franchissent le pas, c'est au moins 12 jours de votre agenda pour la planète, sur un parcours de 8 mois. Et donc cet engagement-là, il est unique. Et en fait, c'était quelque part déraisonnable. On a plein d'entreprises qui ne sont pas venues parce que 12 jours, mais vous êtes complètement fous. Ce à quoi moi je disais, déjà personnellement, moi j'ai donné 2 ans, j'ai pris 2 années sabbatiques pour ce sujet, donc je disais, oui, 12 jours. Et puis tout le monde dit, c'est le sujet, l'enjeu majeur, l'enjeu de tous les enjeux. Et en fait, on n'est pas capable de consacrer 12 jours sur 8 mois pour l'enjeu de tous les enjeux. Des dirigeants qui disent j'ai 3 priorités, people, profit, planet. Vous avez 3 priorités, alors votre agenda doit refléter ces 3 priorités. Donc en fait, s'il y a 220 jours dans l'année, c'est au moins 70 jours que vous devriez donner pour la planète. Et donc en fait, on touche là finalement la dissonance principale à laquelle s'attaque la CEC, qui est, si c'est vraiment important, si on parle du futur des générations futures, vous devez y mettre votre temps, votre focus, votre espace mental, et ça doit être votre première priorité. Or, ça ne l'est pas. Ça l'est pour les 150 dirigeants de la CEC, mais ça ne l'est pas pour les grands patrons du CAC 40 et puis la majorité des grands patrons qui ont plein de contraintes, plein d'injonctions, mais qui en fait vont pas faire cet investissement parce qu'ils se disent que c'est un sujet parmi 15 autres. Or, à mes yeux, c'est l'enjeu de tous les enjeux et il n'y a pas un entrepreneur qui peut continuer à vivre comme si de rien n'était ou à passer du temps marginal sur cette question-là. Ça doit devenir son enjeu majeur. Il doit se réveiller tous les matins, se coucher tous les soirs en disant qu'est-ce que je peux faire maintenant pour contribuer au monde de demain. Parce que là, il y a... Oh, pardon. Non, je pense qu'on a la même question en plus. Ah non, moi c'était sur la RSE parce que c'était une des slides en fait de la fin de session 1 de mémoire sur la RSE à papa ou à la papa. Bien sûr. C'était comment est-ce qu'on passe de la RSE à la papa à la RSE au max en fait, comme un sujet prioritaire pour l'entreprise. Ouais. Et du coup, je pose la mienne, qui est juste un oui-non. Mais vous avez aucun patron du CAC 40 aujourd'hui dans la CEC qui a vraiment pris ces 2 jours, ces 12 jours du coup? Pas de patron du CAC 40. Ouais. Donc, il y a des patrons de grandes entreprises de plus de 10 000 employés. Non, mais en tout cas, notre CAC 40 et des filiales du CAC 40. Mais un patron du CAC 40 qui s'engage comme ça, aucun. On n'en a pas trouvé, mais on a quand même frappé à la porte. Oui. Et par construction. C'est logique, justement, quand on parle de RSE à la papa. Et quand je dis ça, je vais le dire sans stigmatiser ou sans faire une critique. Plutôt en tendant la main, parce que moi-même, il y a 2 ou 3 ans, je n'étais pas conscient de ce qui était en train de se passer et du degré d'urgence. Donc, je vais juger personne. Simplement, je pense que chacun doit trouver son tipping point et en tout cas se donner l'espace mental pour aller le trouver. Pour revenir à ta question, Romain, c'est finalement c'est ça qu'on est en train de trouver avec la CEC et ça va résumer un peu cette première partie de l'échange. C'est ce qu'on est en train de trouver avec la CEC, c'est justement qu'est-ce que la vraie RSE, la RSE authentiquement sincère et profonde. Et donc on le fait par dégagement de ce qu'est la RSE à la papa. Donc c'est une formule qui est la RSE marginale, qui est la RSE finalement où de bonne conscience. On se donne bonne conscience et où on fait des petits pas, où on fait des ajustements, où on cherche à diminuer les impacts. On cherche à décarboner, à trouver des technologies pour le faire, mais on le fait quand ça nous arrange, on le fait quand on est contraint à le faire, et on le fait aussi pour la politique d'entreprise. On ne peut pas ne pas faire de RSE aujourd'hui. Mais on ne le fait pas en se disant que c'est l'enjeu de tous les enjeux, que c'est vital pour les générations futures, et que c'est
normal, c'est la moindre des choses. Moi, j'ai l'impression que ce que je fais avec la CEC, ce qu'on fait avec l'équipe de la CEC, c'est juste normal. Enfin, j'ai aucun sentiment d'exploit par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, j'ai vu quelque chose et je me dis juste, c'est la right thing to do. C'est ce qu'on doit faire maintenant, parce que il y a un enjeu qui est tel qu'il faut réinventer, réimaginer notre système, lancer un mouvement pour que on touche un point névralgique, les décideurs économiques, qu'on puisse aussi avoir une influence sur les décideurs politiques. Pour moi, je vois un chemin pour le faire et je me dis, je peux pas imaginer faire autre chose là maintenant que ce chemin-là. Et ce qu'il faudrait, c'est que nos dirigeants, nos entrepreneurs, ils aient ce même sentiment de dire, mon énergie, mon business model, mes équipes, on va faire le maximum, tout en préservant quand même l'entreprise. On n'est pas là pour perdre de l'argent dans une entreprise. Il faut quand même qu'il y ait dans le moteur, de l'énergie dans le moteur, de l'argent pour recruter, pour payer les fournisseurs, mais avec dans ce qui est construit, les offres, dans les segments de marché qui sont choisis, dans la manière dont on va proposer, interagir avec les clients, comment on va motiver, créer du bien-être avec les employés, dans les équipes, que ça soit vraiment la priorité de toutes les priorités. Et donc, et j'en viendrai là, comment basculer de la RSE à la papa à la RSE au maximum. C'était le mot que tu avais employé tout à l'heure sur le mot émotion. C'est que c'est aussi ça une particularité de la CEC. Et là, on peut dire on est unique au monde. C'est vraiment de miser sur l'ouverture du cœur. Parce qu'en fait, dans le monde de l'écologie, que moi je connais pas très bien, parce que ça fait 1 an et demi que je suis dedans, mais on a en fait 2 courants. Je dirais, il y a le courant on va dire de l'ouverture du cerveau, donc l'ouverture rationnelle. Je dirais c'est la mode Jancovici, de se dire rationnellement la planète est finie, l'énergie, il y aura un moment donné, il faudra réinventer, et donc on se pose la question d'une nouvelle économie par rapport à ses limites. Et puis il y a l'écologie, la deep écologie, l'écoféminisme, qui est beaucoup plus sur une prise de conscience, un saut de conscience, une ouverture du cœur, en disant mais c'est pas possible, ce qu'on fait aux vivants, ce qu'on fait aux forêts, ce qu'on fait, il y a quelque chose comme un vide ou on est effrayé dans son cœur en fait en voyant les dégradations en cours et en se disant mais jusqu'où ça va aller, jusqu'où va-t-on artificialiser ces planètes. Et donc en fait ces 2 courants, nous on essaye de les relier dans la CEC, dans une expérience qui est à la fois des conférences de haut niveau qui parlent au cerveau et en même temps des moments qui parlent à l'émotion, qui parlent au cœur. Et si on a les 2, là on peut avoir l'énergie maximale. Et ça ne peut se faire aussi que dans un mode collectif. On peut pas faire ça dans son salon devant un Zoom. On doit forcément être avec d'autres êtres humains et ressentir ça et ressentir aussi cet amour en fait de la planète et vouloir participer à la transformation qui est indispensable. Je veux juste revenir à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu es en disposition, tu prends 2 années sabbatiques, c'est ça? Oui. Comment ça se passe? Tu vas voir ton boss, tu dis écoute, j'ai une idée, je viens d'écrire l'histoire de la CEC, on est en juillet 2020, accorde-moi 2 ans. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est on vit comment pendant ces 2 années-là? Là, c'est bassement matériel, mais il faut avoir beaucoup de courage, de cran. Et comment on fait pendant ces 2 années-là? Ouais. Alors, sur la première question... Alors, je réponds d'abord à la deuxième question. La deuxième question, en fait, comment on vit, c'est que moi, ça m'est apparu complètement logique de dire pendant 20 ans j'étais dans le système et c'est vrai que quand on est cadre dans une grande entreprise qu'on a des opportunités d'expatriation ou en fait on vit bien, on vit même très bien et de se dire voilà, profiter du système pendant 20 ans, j'ai eu aucun temps pour le monde associatif, le bénévolat ou m'engager, ce que j'avais fait dans la première partie de ma vie. Et là, je m'étais consacré à ma carrière. Donc, je me suis dit, finalement, ce que j'ai pas fait pendant 20 ans, je vais le concentrer sur 2 ans. Et ces 2 ans, je vais les donner. Et donc, c'était le sens des 2 années sabbatiques. Aussi, je sentais que pour le projet, puisqu'on n'avait aucun moyen, aucun soutien, en fait, le fait de donner l'exemple avec 2 années, le faire de manière bénévole, c'était une manière aussi d'attirer et de pouvoir faire une émergence sans moyens,
en convainquant, en l'occurrence, une centaine de personnes, en fait, de aussi participer à ce mouvement-là dans un engagement, dans un envol, en fait, bénévole. Sachant que c'est pas sustainable, c'est pas durable non plus, cette approche-là. Donc, il y aura une vraie réflexion sur l'après et comment gérer ça dans un modèle qui soit sorti de cette émergence, en fait, de 2 ans. Et donc oui, ça veut dire ponctionner les économies pendant 2 ans. C'était un choix aussi familial qui s'est fait, et avec aussi psychologiquement l'assurance de pouvoir revenir chez Michelin avec un contrat finalement qui peut reprendre en septembre l'année prochaine. Donc ça donne aussi un peu de confort quand même pour le faire. Tu as fait un conseil de famille? On a fait carrément un conseil de famille. Ouais. Carrément. On a fait un conseil de famille. Et c'était important aussi parce que voilà, c'est un saut dans l'inconnu. Et donc il y a besoin quand même d'un confort émotionnel pour arriver à le faire. Et puis après, oui, effectivement, je parlais tout à l'heure d'un narratif, donc d'un texte d'une page que j'ai écrit le 20 juillet 2020, qui était voilà ce que sera la CEC. Comme une réponse du monde économique à la CCC, à la Convention citoyenne. Et ce texte, je l'ai effectivement remis directeur du personnel de Michelin, en disant voilà, je pars pour 2 ans et voilà ce que je vais essayer de faire. Donc, parce que c'était mon intention première. Je savais pas du tout si ça allait marcher. C'était possible que ça ne marche pas et que je fasse autre chose de ce temps-là. Mais c'était le point de démarrage. Ensuite, dans ta question, il y avait revenir un petit peu sur comment on se retrouve à avoir cette idée-là et à vouloir lancer cette idée-là. Donc il y a effectivement la convergence de ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur l'envie de mettre des actions au niveau de l'urgence. Une autre convergence qui est l'envie de placer les entreprises au cœur de leur responsabilité et au cœur de la transformation. Là, je suis absolument convaincu, je crois que c'est une évidence, mais que sans les entreprises, on n'a aucune chance de s'en sortir. Et si on attend que ça soit le politique, qui est là finalement comme organisateur, ou que ça soit les citoyens, dont on sait que ça prend 2 générations pour un changement de comportement et un changement culturel, en fait, on n'a pas 40 ans devant nous. La timeline n'est pas la même. Voilà. Donc, si on veut qu'il se passe quelque chose dans les 5-10 années à venir, quelque chose de majeur qui finalement impacte l'histoire, il va falloir que les entreprises fassent ce shift. En d'autres termes, s'il ne se passe pas et qu'on continue sur la trajectoire actuelle, on va pas inverser les courbes et on va être encore plus mal quand vont arriver les pénuries avec le changement climatique en plus. Enfin voilà, on connaît tous ce constat. Donc comment faire pour que les entreprises elles se placent au cœur de la solution. Et donc là, le concept qui est venu, c'est effectivement un miroir par rapport à la Convention citoyenne, je dirais même presque symbolique, parce que dans les faits, le dispositif de la CEC est assez différent du dispositif de la CCC. Mais au niveau symbolique, c'est pareil, c'est de dire, les citoyens, ils ont donné 12 jours pour ce sujet-là. Les dirigeants d'entreprise, pourquoi ne donneraient-ils pas aussi 12 jours pour ce sujet-là? Les citoyens, ils ont pris le temps du constat. Ils ont pris 8 mois pour vraiment se donner le temps, réfléchir, trouver des propositions. Donc, donnons-nous aussi, les dirigeants, 8 mois pour réinventer leur business model, pour prendre aussi le temps du constat. Donc, on a calé notre session 1 de la CEC vraiment sur ce qui avait été la session 1 de la CCC et le parcours aussi avec une progressivité. Et puis aussi, c'était ce collectif de 150. C'est-à-dire que 150, ce qui est beau, c'est que tout le monde peut se connaître dans les 150. C'est le fameux nombre de Dunbar, c'est ça? Alors, moi, c'est un copier-coller des 150 citoyens. Dans les faits, on est plus que 150. Il y a plus que 150 entreprises dans la CEC, puisque beaucoup sont venus sur la fin. Et puis aussi, on a un duo avec le dirigeant, qui sont souvent accompagnés d'un Planet Champion. Donc, on est une assemblée plus grande que 150. Mais il y a cette idée quand même de pouvoir créer du lien. Et puis aussi, 150 entreprises en France, eh bien, ça permet, avec des liaisons sur LinkedIn à ordre 1 ou à ordre 2, finalement que quasiment tout le monde entende parler à un moment donné de la CEC. Et on peut toucher, en fait, toute la France, un peu tous les secteurs. C'est un début de masse critique pour lancer un mouvement.
Donc voilà, beaucoup d'idées ont été d'inspiration de la Convention citoyenne. Et puis il y avait aussi, moi c'est que je ressentais très fort, c'est que les citoyens, ils avaient ouvert une brèche. Alors on pourra dire les 149 propositions, elles sont pas toutes passées, le politique a filtré, mais ils ont proposé des choses dont on se disait au départ que jamais ils allaient proposer, qu'ils auraient autant d'ambition, et ils ont dépassé, ils ont fait un dépassement. Et l'idée pour la CEC, c'est aussi de faire un dépassement. Et quelque part, ce dépassement, maintenant je comprends ce que c'est de la RSE à la papa. De faire un dépassement vers la vraie RSE. La RSE au max, ouais. Exactement. Mais cette CCC, c'était le premier acte, en tout cas, d'intelligence collective, qui derrière, a donné ce que ça donnait, peu importe, mais en tout cas, c'était la démonstration que en collectif, l'intelligence, le 1 + 1 = 3 existe, et c'est ce qu'on essaye aussi de reproduire. Exactement, il y a aussi une question d'émulation là dans la CEC, parce qu'on a des entrepreneurs, donc c'est des gagnants, c'est des gens qui ont aussi des fortes personnalités, donc il y a aussi cette idée d'intelligence collective, d'émulation entre eux. Et puis aussi, on se rend compte, ça c'est aussi un des enseignements de la CEC, c'est que si on a 500 000 entreprises en France, 500 000 entreprises qui shiftent dans un silo et qui font le mieux qu'elles peuvent, ça sera pas suffisant. Il va falloir que les entreprises travaillent ensemble et qu'elles se désilotent et que les déchets de l'un deviennent les ressources de l'autre. Ou qu'on aille penser, recycler, écosystème. Et donc, en fait, c'est ce qu'on voit dans la CEC, c'est qu'avec un saut de conscience partagé, en fait, on peut avoir des nouvelles solutions qui émergent, notamment au niveau local. Et donc là, il y a des mini CEC qui sont en train de s'organiser du côté de Grenoble, du côté de Marseille, du côté dans le nord de la France, où on se dit, qu'est-ce qui se passe si les entrepreneurs au niveau local commencent à inventer des solutions dans leur écosystème, voire dans une filière, au lieu d'être en concurrence les uns par rapport aux autres et pour gagner des parts de marché. Si on a des nouveaux indicateurs d'impact, c'est gagner tous ensemble avec les mêmes indicateurs d'impact. Donc ça, c'est ce dépassement aussi d'un logiciel économique, un logiciel business qui a été hyper destructeur et qui a fait son temps. Donc voilà, ça c'est aussi un enseignement qu'on découvre parce que c'est un parcours initiatique aussi, la CEC. Et moi, j'avais pas mal d'intuition au départ, mais il y a plein de choses qu'on trouve au fil de l'eau. Et puis peut-être un point aussi qui est une découverte aussi de la CEC, qui moi était peut-être dans mon inconscient, mais qui maintenant émerge de plus en plus clairement, c'est la question du leadership, qui est une double question, qui est la question de 150 leaders, 150 dirigeants d'entreprise, c'est 150 leaders, donc qui vont faire bouger les choses, qui ont déjà commencé à faire bouger les choses, parce qu'ils parlent autour d'eux et parce qu'ils sont influenceurs majeurs. Et puis aussi, et ça c'est le thème de la session 5, qui aura lieu à Lyon en mai, qui est la question d'un nouveau modèle de leadership qu'on voudrait faire émerger et dont on sent déjà l'émergence dans la CEC, et qui à mes yeux en fait est un modèle de leadership qui peut sauver le monde entre guillemets, mais en tout cas dont on a besoin pour que le monde aille mieux. Et on peut te poser la question un peu en avance de phase. Pour toi, quel est le leadership de demain, ou de quel mode de leadership on a besoin dans cette transition ? Alors, ce que je découvre, c'est que la réponse à cette question est une réponse sur laquelle il y a de la complexité et on doit faire preuve de subtilité. C'est-à-dire qu'on peut-être faire un premier raisonnement, un peu à l'emporte-pièce, de dire, finalement, si on a dans un spectre un leadership très égocentré, contre un leadership qu'on appelle le servant leadership aux États-Unis, donc qui est plutôt centré vers les autres, on doit faire un rééquilibrage, une bascule vers le leadership qui est au service des équipes, au service des autres. Le leadership altruiste. Et c'est aussi cette image qui est aussi organisationnelle de la pyramide inversée. Donc on imagine un modèle de leadership dans un système très pyramidal
où finalement pour aller tout en haut, il va quand même falloir un peu marcher sur les autres ou avoir un ego fort pour aller en haut, pour faire valoir qu'on mérite plus que d'autres d'aller en haut et avoir la détermination de prendre du pouvoir, de prendre du statut. Aujourd'hui, dans les modèles d'organisation qu'on a dans nos entreprises, qui sont encore pyramidaux, pour la grande majorité, en fait, il y a une prime qui est donnée tout au long de la carrière aux personnes qui se mettent en avant, qui ont confiance en elles et qui très souvent ont quand même des égos très forts. De l'autre côté, le servant leadership, dont tout le monde sait qu'il donne les meilleurs résultats. Et d'ailleurs, les sages chinois 2000 ans avant notre ère déjà mettaient en avant ce modèle de leadership. C'est dans l'histoire du leadership, c'est toujours ressorti. En fait, ce leadership, il donne plus de résultats, mais qui sont les leaders qui vont pouvoir le porter? Et comment vont-ils être désignés? Et finalement, si ces leaders, leur qualité numéro 1, c'est l'humilité, ben comment on va les détecter? Parce que justement, comme ils sont humbles et qu'ils vont mettre en valeur leurs équipes, qu'ils vont mettre en valeur ce que font les autres, ils vont se mettre à faire briller les autres, finalement, eux-mêmes restent par construction dans l'ombre. Donc il y a vraiment une question, et c'est pour ça que sur Tipping Point, moi je propose un nom complémentaire à Tipping Point qui est Step Up. C'est que on a besoin, à mon sens, de leaders qui vont faire un step up, qui vont prendre confiance dans leur style et qui vont aller se proposer pour essayer de faire bouger les choses. Et pour le monde de demain, à mon avis, on a besoin que ces leaders s'investissent, s'engagent, prennent confiance en eux et aillent proposer une alternative aux leaders qu'on a actuellement, qui sont donc des leaders très souvent égocentrés ou en tout cas qui vont se mettre en avant. Donc voilà. Donc ensuite, l'autre question sera sur l'hybridation de modèles de leadership, puisque si on a un seul modèle qui ressort et on n'a pas de diversité de leadership dans un grand groupe, par exemple, on va aussi avoir un appauvrissement en fait des pratiques de management. Donc il y a aussi cette émergence et ce rééquilibrage de styles à faire ressortir et savoir comment dans la durée faire cohabiter différents styles de leaders avec du respect et parfois des projets qui ont besoin de plus de volontarisme, des projets qui ont besoin de plus de care, de respect des personnes. Donc voilà, il y a une alchimie à trouver, à retrouver. C'est pour ça que c'est une question quand même assez complexe, mais en tout cas, le modèle de leadership qu'on a actuellement, notamment dans les grands groupes par construction, nous emmène tout de même à des modèles économiques qui vont accaparer les ressources et aller vers la maximisation des profits par construction. Ouais. Et pour te connaître un peu mieux, Eric, quel est toi ton style de leadership, ou en tout cas quel leader es-tu ou as-tu été? Est-ce que tu es le même leader aujourd'hui, leader de la CEC, que tu étais leader chez Michelin? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, je suis énormément challengé dans mon modèle, dans mon style, parce que la CEC est un projet qui va très vite, est un projet où on a très peu de temps ensemble et on doit délivrer très vite avec une équipe hyper diverse, de maintenant 80, 100 personnes, si on prend en compte tous les contributeurs en fait de la CEC, des prises de décision à très haute fréquence, et donc une architecture humaine qui est constamment en évolution, avec des besoins d'arbitrage, des besoins de faire avancer des sujets et sans prendre le temps toujours de respecter chaque point de vue, chaque personne, chaque décision en fait. Et donc je dirais que le projet a besoin d'un style de leadership un peu justement volontariste et peut-être pas sur l'ego, mais en tout cas d'avancer et d'aller de l'avant avec un capitaine qui incarne et qui parfois prend des décisions avec vivacité. Et c'est vrai que c'est assez loin d'un style de leadership qui était beaucoup plus rond,
beaucoup plus dans l'influence, dans convaincre petit à petit, créer des relations de confiance, que j'ai mené toute ma carrière chez Michelin, puisque dans un grand groupe, pour vraiment faire bouger les choses, quand on a des projets internationaux, quand on a des équipes et des organisations hyper matricielles, et en fait, pour faire bouger les choses, il faut aligner les étoiles petit à petit, fédérer, convaincre, et donc être vraiment beaucoup dans les rondeurs. Et voilà, ce style de leadership atteint ses limites. J'ai atteint mes propres limites d'ailleurs dans Michelin, justement parce que fédérer, ça ne suffit plus à un certain moment pour prendre des responsabilités à un plus haut niveau, justement par ce différentiel de ma culture par rapport à la culture dominante tout en haut d'une entreprise, d'un grand groupe comme Michelin. Et puis parce que dans un projet comme la CEC, qui est un projet émergent où tout est inventé, effectivement, mon style, je dois lui faire violence et lui apporter des nouveaux ingrédients. Et donc voilà, je suis pas au bout de mes questionnements sur justement cette évolution intérieure, et peut-être ce qui ressort aussi, un apprentissage pour moi, c'est que il y a une autre valeur clé qui me semble clé quand on parle de leadership. On a parlé d'humilité tout à l'heure, et le mot qui me vient, et on en parle souvent dans la CEC, c'est le mot vulnérabilité. Et c'est vrai que dans un grand groupe, mais même je pense dans une entreprise, on met tous un masque quand on rentre quand même dans l'entreprise. On veut donner une image, on veut montrer du professionnalisme, on veut montrer qu'on tient le cap, qu'on tient la mer. Et donc, quand on a un moment de moins bien, quand on a un doute, même si on fait une erreur, on va avoir quand même beaucoup de mal à faire preuve de vulnérabilité, de sincérité. Or, vous connaissez ce TED Talk génial, le Power of Vulnerability. Or, effectivement, quand on se montre dans sa vulnérabilité, en fait, on crée de l'empathie et on crée en fait une résonance avec ceux qui sont autour de nous, parce qu'on a tous nos moments de moins bien en fait. Et donc, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de faire preuve de cette vulnérabilité avec l'équipe de la CEC dans l'organisation, et puis même collectivement, on l'a fait aussi à certains moments difficiles du projet. Et effectivement, j'ai pu expérimenter que c'était hyper salvateur et puissant en fait d'accepter de le faire, même si sur le moment j'avais l'impression de franchir un infranchissable. Et donc voilà, donc ce que je dirais en synthèse, c'est que le parcours initiatique qui a été demandé en fait à tous les participants de la CEC, c'est l'engagement qu'ils ont fait quand ils sont rentrés dans le parcours. On le vit tous, nous, l'équipe de la CEC, collectivement, et moi personnellement, je suis aussi dans un parcours qui est un grand défi. Et je sais pas trop où ça va me mener, mais en tout cas, j'essaie d'affronter ça. Ah, c'est chouette. Ouais, cette notion de vulnérabilité, je trouve qu'on associe très souvent la vulnérabilité à la faiblesse, et en l'occurrence pas du tout, c'est la blessure. Et je crois que quand on montre ses blessures ou ses vulnérabilités, on développe chez l'autre une forme d'empathie, et je pense que ça vient renforcer le leadership et pas l'affaiblir. Ouais, c'était ce que je voulais poser là, parce que on entend dans ce que tu décris, dans cette forme de leadership qui émerge, un retour des valeurs du féminin, qui viennent non pas se substituer sur celles du masculin ou des valeurs plus masculines, mais qui viennent équilibrer. Et c'est cet équilibre subtil qu'on cherche aujourd'hui, et aussi dans cette transition. Il y a une faille qui se crée entre un ancien monde et un nouveau monde, mais comment est-ce qu'on accompagne de façon équilibrée? Tu le dis beaucoup mieux que moi. C'est vraiment cet équilibre subtil entre le masculin et le féminin, le yin et le yang. Et effectivement, moi je rêve, puisqu'on a pas mal de contacts avec le monde politique à l'heure actuelle, puisque la CEC, c'est à la fois un mouvement économique, mais aussi un mouvement de proposition avec de la co-construction vers le monde politique. Moi je rêve de ministres, de personnes d'État, qui oseraient faire preuve
de vulnérabilité et de dire on ne sait pas ou on s'est trompé ou là on est dans un cas de figure qu'on n'a pas encore rencontré, on a un challenge, on va regarder ensemble, on va consulter, on va prendre le temps, mais voilà, on ne sait pas. Et c'est ok de pas avoir réponse à tout. Et c'est ok. Et justement, et quand la réponse va venir, elle sera d'autant plus puissante que justement, elle aura été pondérée et elle sera venue en fait avec une émergence collective. Et là aujourd'hui, c'est un tabou, c'est impensable d'avoir personnalité politique en France qui puisse faire preuve de cette authenticité. Et à mon avis, ça participe de la rupture entre finalement on dit les électeurs et le monde politique, parce que on n'a plus envie de ça. On a juste envie d'avoir des personnes qui sont certes aux responsabilités, mais qui sont comme nous et qui vont partager aussi leurs doutes, leurs enseignements, leur vision, mais sans sous-entendre qu'elles auront toujours raison ou que leur vision est plus forte que celle des autres. Et aussi, ça rend un dialogue dont on a besoin, qui est un dialogue au niveau politique, où on fait remonter le sujet de la cause de la transition, de la cause de la réinvention d'un modèle écologique, dans un sujet où les postures politiques peuvent être abandonnées pour un vrai dialogue, pour se dire maintenant on a une sorte de coalition pour affronter le vrai grand enjeu, qui est faire cette transition en gardant un tissu social le plus fort possible. Bon, moi j'aimerais bien qu'on rentre encore un petit peu plus dans le vif de la CEC qui a lieu en ce moment. Et il y a une première question que je me pose, c'est un modèle associatif. Donc vous travaillez, je crois, j'ai compris... Plus d'une centaine de bénévoles. Ouais. C'est ça. Moi, à titre personnel, je suis aussi engagée dans certaines associations et ma grosse frustration parfois, c'est de se dire... j'ai l'impression qu'on n'est pas tous engagés au même endroit ou dans la même intensité et je trouve ça, quand on a des choses à mener et à faire, d'avoir chacun qui fait un peu comme il le veut et à la fois on peut pas dire grand chose parce que c'est sur du temps personnel, parce que c'est sur l'engagement bénévole justement et parfois difficile, en tout cas à titre personnel, à gérer. J'ai l'impression, après je me trompe peut-être, mais moi de ce que je vois des discussions avec Romain et avec d'autres membres de la CEC que je connais, que ça fonctionne hyper bien. Tu me diras si je me trompe. Et surtout, j'ai l'impression que vous les avez dotés aussi de vrais outils de facilitation. En tout cas, qu'au-delà de l'engagement, il y a des vraies méthodologies, il y a des vrais outils. Il y a une vraie organisation assez... carré qui a été posé et qui emmène tout le monde, qui fait aussi la force de ce projet-là. Donc ma question c'est, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus dans le détail et surtout comment vous vous y êtes pris, qu'est-ce qui fonctionne très très bien de ton analyse aujourd'hui, même s'il y a 3-4 mois là de recul, quels sont encore les grands défis auxquels vous êtes confrontés, parce que c'est un modèle extrêmement puissant et à la fois assez innovant, j'ai l'impression. Alors je sais pas si c'est un modèle innovant. En tout cas, on n'a pas eu le choix. Le seul choix que j'ai eu, c'est avec mon narratif d'une page du 20 juillet, c'est d'aller une conversation après l'autre. Au début, c'était plutôt de consulter en fait des gens. Donc j'ai pris à peu près 3 mois. J'ai consulté environ 120 personnes dans les entreprises, dans le monde de la transition, sur est-ce que c'est une vraie bonne idée. Je me disais, c'est peut-être une fausse bonne idée, en fait, cette convention des entreprises. On avait beaucoup de questions sur comment adapter le dispositif, qui peut représenter les entreprises. Donc, c'est au cours du projet, dans ces consultations, que je me suis dit, c'est le dirigeant qui doit venir, parce que ça commence par là. Mais au début, c'est quelle représentativité. Et finalement, si on a un employé qui vient, mais il ne parle en son nom, pas au nom de toute l'entreprise, est-ce que ça servira vraiment à quelque chose? Est-ce qu'on est attendu par le monde politique? C'était pas sûr non plus, parce que la Convention citoyenne a créé beaucoup de remous. Et puis, quelle légitimité de lancer une convention, 150 entreprises, par rapport au MEDEF, par rapport à ces grands mouvements patronaux? Et puis, quel parcours? Et puis, qu'est-ce qu'une réinvention de business model? Quels sont les livrables? Donc, il y avait des questions très fortes qui se posaient.
sur finalement l'intentionnalité de la CEC et sur le dispositif. Donc dans cette phase de consultation, c'était en fait une par une des conversations, essayer d'enrichir le projet. Ça s'est enrichi jusqu'à peu près novembre l'année dernière. Et puis ensuite, j'ai pas vu d'autre chemin que de convaincre encore une fois une par une des personnes à essayer de se lancer dans cette organisation-là. Et là, c'est vrai que c'est encore une fois sur le style de leadership, c'est que la seule chose que j'avais à proposer, c'était le sens. C'était de dire, on peut peut-être réussir quelque chose de grand. Parce que c'est la France, parce qu'il y a eu la CCC, parce que c'est l'ère du temps, et on est quand même beaucoup à sentir que ça va pas pouvoir continuer comme ça, parce qu'il faut que les entreprises, elles se bougent plus. Et donc, on a là quelque chose qui peut être un tipping point. Donc d'ailleurs, notre première newsletter, quand on l'a traduit en anglais, c'était The Year of the Tipping Point. Donc, essayer de participer à cette bascule dans un mouvement collectif. Et donc, au départ, on était 6. À la même période l'année dernière, on était 6. Et c'est ce jour-là, l'année dernière, on a mis notre premier appel à candidature pour trouver les premiers 30 dirigeants qui allaient venir rejoindre la CEC. Et donc, l'émergence, en fait, elle s'est faite comme ça. On s'est dit, oui, il faut avoir un peu de communication. Ensuite, on s'est dit, il faut quand même avoir un programme parce que qu'est-ce qu'on va leur faire faire? Et puis ensuite, on s'est dit, il faut quand même gérer l'architecture de cette équipe. Donc, et puis ensuite, toute la partie expérientielle. Et puis ensuite, on s'est dit, au niveau politique, il va falloir... Et donc, de proche en proche, une par une, en fait, 6 personnes sont devenues 15 personnes, 30 personnes. À un moment donné, on a fait un saut parce qu'on a eu besoin dans le dispositif d'avoir des coachs et des facilitateurs pour créer la dynamique dans des petites équipes, pour qu'il y ait des moments forts aussi. Donc là, c'est 30 d'un coup. Et effectivement, comme on n'avait pas de budget, c'est vrai que ça force là à être innovant en disant, oui, vous êtes des coachs, on vous demande pour cette émergence d'être aussi dans ce mouvement bénévole pour que cette première CEC puisse exister. Et le budget qu'on a pu rassembler sur la base des dons de certains participants, on le focalise sur les frais externes. Parce qu'il faut quand même nourrir ce petit monde, il faut quand même... et voilà, ça a été le parti pris, c'était notre seul scénario finalement d'émergence, c'était cette bonne volonté. Et finalement, sur l'engagement, ce que tu disais tout à l'heure, oui, il est à géométrie variable dans le temps qui est investi. On a des personnes, on a un juriste par exemple qui a une demi-heure par-ci par-là, mais c'est une demi-heure hyper précieuse. Et on a des gens qui sont à plein temps comme moi et qui ont décidé de donner une année sur le sujet. Donc c'est à géométrie variable, mais il y a tout ce qu'on partage en commun, c'est la vision, ce qu'on appelle le scénario d'impact. C'est jusqu'où peut aller la CEC dans sa participation à la grande bascule qu'on doit voir venir de notre vivant, je veux dire, mais même dans les 5 prochaines années. Et on se dit qu'on on a quelque chose à apporter, avec énormément d'humilité aussi par rapport à tout ce qui existe. Vous-même, vous êtes engagé avec votre podcast, mais tous, notre lumière intérieure a été allumée grâce à des précurseurs qui ont écrit, qui se sont exprimés dans la presse, qui ont fait des films, qui ont proposé des choses et qui ont ouvert la voie. Donc nous, on est là, c'est notre part, on prend notre part là maintenant. Et effectivement, là où ça pose les défis les plus grands, c'est quand on se projette sur les 6 prochains mois et puis ensuite que pourrait devenir l'après CEC. Si on pense qu'on a trouvé une recette spéciale pour ringardiser la RSE à la papa et créer un nouveau standard de RSE, la RSE au max, à ce moment-là, ce serait dommage de ce standard en fait qui s'arrête là. Et donc ça nous pose un challenge qui est comment muter d'une émergence associative bénévole vers quelque chose de plus organisé où des gens comme moi et d'autres peuvent quand même se projeter dans une vie et gagner quelque chose pour s'occuper, dans mon cas par exemple, pour les études de mes 3 enfants, c'est quand même quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. Et donc comment garder l'âme de l'esprit d'engagement de la CEC tout en mettant un peu d'un modèle économique, un modèle socio-économique dans notre approche pour pouvoir grandir. Mais finalement, ce dilemme, c'est ce que vivent tous les dirigeants de la CEC. C'est comment mettre plus de sens
aient plus d'impact dans leur business. Donc, on est tous au même dilemme, en fait, qui est quelles sont les entreprises, que ce soit associatives ou finalement à but lucratif, dont le monde a besoin demain et dans lesquelles on a envie de s'investir. Ouais, on n'est encore pas là de payer pour sauver le monde, mais l'addition sera beaucoup plus chère que le coût qu'on doit mettre là pour organiser ça à plus grande échelle, de façon plus régulière. Oui, et puis en fait, on a besoin aussi d'innovation parce que l'humanité, elle est face donc à son plus grand défi, puisque le progrès a toujours été pas linéaire, mais en tout cas, on a toujours eu une notion d'avancée par le progrès. Et maintenant, il faut réinventer un désengagement du progrès ou un reflux en fait de l'humanité, de son empreinte sur la planète. Et donc, on vit au-dessus de nos moyens. Et notre PIB, notre empreinte économique aujourd'hui, elle est au-dessus de ce que peut proposer les services écosystémiques. Donc, on va avoir besoin d'organiser un reflux. Comment organiser ce reflux tout en gardant une activité économique qui permette de donner un emploi et d'avoir une cohésion sociale. Donc, comment passer de l'un à l'autre ? Il y a quand même une idée qui, à mon avis, va émerger de la CEC, mais qui est déjà dans l'air, c'est on a besoin d'avoir de manière systémique un levier de transformation qui permette d'accompagner les entreprises actuellement installées vers leur empreinte de demain, et que ceux qui sont les transitionneurs et qui s'impliquent et qui sortent du système pour essayer de faire basculer le système puissent avoir soit une rémunération, soit un schéma dans lequel la force publique donne les moyens d'accélérer ce levier. Donc ça doit, à mon sens, être à l'intérieur d'un cadre. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'argent qui circule dans le système. Donc, en prendre une petite partie. D'ailleurs, les citoyens avaient fait cette proposition-là de prendre une partie des profits des entreprises pour aider à la transition. C'était un des jokers du président. Donc, ça n'a pas été mis sur la table. Nous, c'est une possibilité pour la CEC de revenir de la part des entreprises participantes sur un schéma comme ça en disant « Ok, on est prêt à prendre une partie de nos bénéfices quand on en fait pour venir faire une sorte de crédit à la transition pour que le système puisse s'auto-transformer et que les gens qui le font puissent quand même avoir une subsistance. » Parce que la précarité fait qu'il y a beaucoup de personnes, des transitionneurs vraiment qui voudraient s'installer et qui ont les compétences, qui jettent l'éponge et reviennent dans le système et donc finalement vont renourrir le système. Donc voilà, là il y a un enjeu de créer de manière systémique des vrais leviers de transformation pour que ça aille plus vite et que le système accepte de faire sa transition. C'est marrant parce que c'est exactement ce que nous disait Virginie Resson. Je sais, oui. Tu la connais, qui elle a un mouvement, je sais pas si on peut dire un peu similaire ou en tout cas un projet parce que c'est assez différent malgré tout, mais dont la vocation est la même. Comment est-ce qu'on aide les entreprises aussi à se transformer, qui elle disait en fait on n'en vit pas du tout et c'est hyper dur. Olivier Frérot aussi qu'on a reçu sur le podcast. Enfin toutes ces personnes comme tu le dis qui disent c'est super dur mais c'est un choix. Mais aujourd'hui il faut accepter de vivre un peu dans la précarité pour ces actions-là. Oui, et c'est vrai que c'est pas normal. C'est pour ça que on est dans un paradoxe, mais que en fait, ce dont le monde a besoin, c'est de faire cette transformation. On a été capable de mettre en place la sécurité sociale, un système de retraite, un système de santé pour le lien social. Là, il s'agit aussi du lien social. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire cette transformation, on va avoir une pénurie de ressources et il va y avoir une dislocation du tissu social. C'est sûr. Donc, moi, personnellement, je me bats pas pour qu'on puisse faire durer le système actuel. Je me bats pour que mes enfants puissent arriver dans une société où il y ait une transformation qui se passe en douceur et qu'on n'ait pas un scénario, pour moi le scénario catastrophe, qui est un tissu social, les services de l'État qui assurent justement ce lien, qui viennent à se disloquer. Et donc là où ça devient très très compliqué d'avoir une vie réussie. Donc cette question d'avoir un
un crédit de transition, un revenu de transition ou qui permettent de faire cette accélération. C'est à la force publique d'organiser ça. Et encore une fois, il y a de l'argent dans le système. Il y a des gens qui sont très bien installés dans le système, qui aujourd'hui pourraient avoir un petit peu moins, pour que justement on ait une certaine hygiène et une projection, une assurance pour ceux qui se sont lancés. Encore une fois, avec des critères qui doivent être définis, mais ça semble pas une proposition irréaliste, c'est une proposition de bon sens dont le monde a besoin. Et comment on les fait basculer alors, cela? Comment on leur fait, alors à part leur envoyer cet épisode de Tipping Point, mais... Les politiques? Ouais. Ah bah c'est ce qu'on essaye de faire avec la CEC, c'est que on s'est mis en position. Et d'ailleurs, comme participant à la CEC, tu es invité à faire des propositions. On a lancé ça il y a 3 jours, une équipe qu'on appelle COCOPO, donc co-construction politique. Donc nous, la CEC, on est une force de proposition et proposition co-construite. Donc on a des contacts, on va avoir des auditions à l'Assemblée nationale, donc avec les parlementaires, avec les ministères. C'est pour ça qu'on a invité la ministre de la Transition venir à la rencontre des dirigeants. Donc on a ouvert tous les canaux pour pouvoir apporter des propositions. On va aussi organiser un événement avec les candidats à la présidentielle et on va se positionner pour la prochaine législature avec des propositions. Celle-ci, il faut la construire, c'est la proposition dont on parle, mais si elle est bien construite, si on sait quelles sont les ressources qu'on prend pour nourrir quels besoins et qu'on se donne des objectifs et un cadre, ça peut tout à fait être un projet de loi qui vienne. Et ce que, en tout cas, je peux vous dire, c'est que dans le monde politique, il y a une attente vis-à-vis de ce qu'on va pouvoir proposer, parce qu'en fait, on est un lobby inversé, c'est-à-dire que les lobbies économiques aujourd'hui sont des lobbies de résistance dans la grande majorité des cas. Là, nous, on arrive avec une force de lobby, d'influence du monde économique pour faire des propositions positives d'accélération pour la transition. Et donc, il y a une véritable attente aussi au niveau européen pour des propositions qui vont construire et qui vont permettre de faire quelque chose de un alignement de planète sur des propositions hyper concrètes. Donc on s'est mis en position de le faire et maintenant c'est à l'Assemblée de la CEC de faire émerger ces propositions et après il faut y aller. Mais c'est carrément jouable. Ouais, génial. En plus, on te sent... on ne te voit pas puisque c'est que de l'audio, mais il y a un grand sourire et cet optimisme-là, qui je trouve qu'il fait du bien parce qu'on en a besoin. C'est marrant, mais moi j'avais une question du coup pour Romain. C'est tout à fait inédit parce que normalement on se pose pas des questions entre nous comme ça. Mais là on a vraiment eu toi ta vision, Eric, de l'organisation du projet, du leadership du projet. Et je trouverais ça intéressant que toi tu puisses aussi nous dire. Qu'est-ce qui, jusqu'à présent, parce que c'est pas encore fini, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce parcours, dans ce processus? Tu vois, qu'on ait aussi ta vision de participant, de chef d'entreprise participant à la CEC, parce que de croiser les deux, je trouve ça sympa. C'était pas préparé, ne m'en veux pas, Romain. Moi, je suis hyper intéressé. Et spontanément, on a parlé de plein de choses, de l'organisation, du mode de fonctionnement, etc., du sens. Ce que je vois, c'est qu'on a des dirigeants et leur planète championne, et j'en profite moi pour faire embrasser Laetitia qui m'accompagne aussi sur ce défi-là, parce que tu le dis, c'est 12 jours, mais c'est vendredi et samedi, et donc elle vient aussi amputer une partie de son week-end. Enfin voilà, c'est aussi ça la CEC. On est déterminés. C'est un collectif de personnes qui sont déterminées à faire en sorte que ça change, à proposer un nouveau modèle. Et moi, dans mon groupe de moineaux, que je salue, j'ai des concurrents, on a des entreprises, des grandes, des petites, il y a tout type de sociétés, mais tous on est déterminés et on regarde le bien commun. Moi, c'est ce que je trouve de formidable et c'est ce que vous avez réussi à créer, c'est non pas à détourner notre regard de notre route, mais à converger vers c'est quoi le bien commun et qu'est-ce qui nous anime ensemble. Et c'est Arnaud qui avait dit à la première session, qui avait jeté dans la salle en disant « Mais si on commençait déjà par être tous une entreprise à mission, ce serait génial, non ?» Et ça, voilà, il a été acclamé, mais à raison en fait. C'est qu'on est déterminé à faire en sorte que ça change.
Moi, c'est ça que je retiens et qui me donne des frissons de façon systématique. Alors, sans dévoiler des grands secrets, mais la première... on a Loukoum qui veut sortir de la salle. Donc Loukoum, c'est le Golden Retriever d'Eric. Voilà, qui était un compagnon sympa là ce matin. Non, la première session, le constat... moi, j'ai passé 2 jours hyper mal après. Parce que ça vient nous heurter, et même si on termine par l'Institut des Futurs Souhaitables qui vient nous remonter un peu le moral, c'est ce que on se disait avec Guillaume Hublot qui est dans mon groupe, des moineaux, on est rentré le soir, on a embrassé nos enfants et on s'est mis à pleurer. Oui. Parce que on n'est pas bien, ça vient véritablement nous chambouler, et toutes ces sessions-là, c'est ce qu'on vit, des espèces de montagnes russes émotionnelles, de la peur, de la colère, de l'envie, de l'espoir, et on passe vraiment par ce spectre de toutes ces émotions, mais on le fait ensemble et on est déterminé à réussir. Ouais, ça donne envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est que un des rêves qu'on a, c'est que cette session 1 de la CEC, qui était un constat sans concession, pas que sur le climat aussi, c'est très important, parce que le climat, on a eu la chance d'avoir Valérie Masson-Delmotte, donc c'est vrai que c'est puissant, c'est hyper factuel, on se rend compte, mais il faut voir tous les constats, la biodiversité, l'énergie, la déplétion des ressources, voir l'ensemble pour se rendre compte que combien la planète Terre est en souffrance, et puis ouvrir le champ émotionnel. Et puis se donner aussi l'envie d'aller vers un futur souhaitable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on ne change rien et qu'on continue à accélérer comme on le fait actuellement, le futur ne sera pas souhaitable. À un moment donné, le wake-up call, monde, il va forcément être terrible. Sauf si on arrive avec cette prise de conscience et cette détermination à inventer un nouveau modèle qui va permettre d'amortir le choc, et peut-être aussi d'aller vers un futur différent, mais peut-être même plus souhaitable. Parce que la sobriété, je parlais des Américains tout à l'heure, tout début de ce podcast, les Américains qui vont au mall, centres commerciaux, pour acheter tous les samedis, qui reviennent, qui consomment, qui mangent fondamentalement, ils sont pas sur le chemin d'un bonheur collectif. Et donc, notre rêve, c'est que cette session 1, finalement, elle devienne quasiment obligatoire, d'une certaine manière, pour les décideurs, que ce soit les décideurs économiques. Donc ça, c'est une proposition qu'on va faire, mais aussi les décideurs politiques. Imaginons que les membres de gouvernement, du prochain gouvernement, ils fassent la session 1 de la CEC avec ses conférences, ses moments en équipe où on écoute son cœur, où on va essayer de prendre conscience de comment on peut contribuer. C'est des personnes, c'est des pères et des mères de famille qui aujourd'hui n'ont pas encore ouvert complètement leur cœur, leurs yeux sur ce sujet-là. Mais si ça se fait, si ça se fait en France, si ça peut se faire au niveau européen, c'est juste 2 jours de leur temps. On a demandé 12 jours pour la CEC. Mais je dirais que pour les membres du gouvernement, on est prêt à faire un tarif à 2 jours. Et d'aller à Matignon ou que ce soit pour le faire, que ça dans les ministères, dans les endroits où se retrouvent les patrons des grandes entreprises, et de proposer ça simplement. Faites le constat, faites-le collectivement, faites-le profondément, et vous allez voir, vous allez être changé intérieurement. Vous allez effectivement faire un bisou le soir à vos enfants, peut-être avec quelque chose, une ombre et un doute et un nouveau stress, une nouvelle anxiété, mais ça devient vital de faire ça. Et c'est pas grand-chose, mais ça peut tout changer. Donc c'est aussi ça, finalement, s'il y a quelque chose qui reste de la CEC, c'est cette session 1, il y a eu des pleurs, effectivement, il y a eu de l'émotion, et ensuite le taux de satisfaction, c'était 9,2 sur 10. Donc finalement, avec une résonance qui a été assez incroyable, qu'on a pu sentir, et donc il y a une sorte de validation de ce parti pris qu'on a eu, qui était quand même osé de faire ça, de le faire aussi violemment, aussi fortement. Mais ce constat, quand il est fait, en fait, ça crée aussi un lien entre les personnes.
Donc voilà, cette histoire, on va voir où elle peut nous mener. Et justement, pour un dirigeant d'entreprise là qui écouterait et qui a pas eu la chance de faire partie de la CEC ou en tout cas et qui a envie de pouvoir commencer à réfléchir sur son business model, à aussi faire changer les choses, qui a pas forcément beaucoup de méthodologie, quels sont toi les endroits ressources que tu conseilles? Alors, on a eu beaucoup de demandes, donc c'était une bonne chose, mais de frustration de dirigeants qui n'ont pas été sélectionnés dans la première vague de sélection des 150 entreprises et ou qui depuis en fait disent mais comment on peut participer à ça. Nous aussi on veut changer le monde et donc on a créé en fait il y a 2 semaines un parcours qu'on appelle les affiliés de la CEC. Qui donne en fait on va créer un esprit de promo aussi collectif et les ressources principales qui ont réfléchi à l'expérience qui va être vécue parce qu'en fait avant toute chose on parle d'une expérience, c'est ça qui est inoubliable, c'est une expérience vécue, donc c'est plus compliqué puisque c'est à distance et donc voilà, mais en tout cas nous la réflexion qu'on a, notre scénario d'impact, il est de faire grandir. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure sur nos décideurs politiques, c'est que au niveau économique, pour vraiment faire la bascule, il faut qu'on soit capable de trouver un modèle par lequel on passe de 150 dirigeants qui ont vécu la CEC et qui d'ailleurs la font vivre à leur COMEX et à leurs employés à 15 000. Donc ça, c'est notre question stratégique. Donc avoir de l'hypercroissance. Cette fois-ci, c'est de la bonne hypercroissance. Passer de 150 à 15 000. On est en train de travailler sur ce scénario avec des grandes organisations patronales pour essayer justement d'atteindre une taille critique. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'avais présenté au tout début de la CEC comme l'intention profonde en fait qu'on veut faire. C'est vraiment un changement culturel. C'est-à-dire que le dirigeant, la dirigeante qui fait de la reconstitution pour le bien commun de ressources, la régénération, qui utilise son entreprise pour avoir un impact social et écologique positif, que ça devienne une normalité. Et que ceux qui n'y sont pas aspirent à le devenir et que finalement on fasse une bascule culturelle. C'est carrément possible. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des bascules culturelles en quelques années qui se sont jouées. Donc voilà, si on passe de 150 à 15 000 et qu'on sait faire cette montée à l'échelle, à ce moment-là, ça peut changer. Si on imagine voilà tous les dirigeants politiques qui font le parcours de prise de conscience de la CEC, qu'on imagine 15 000 entrepreneurs, notamment les jeunes générations qui arrivent et qui font ce parcours et qui disent oui, nous aussi, on veut être à impact, à ce moment-là, peut-être que quelque chose de nouveau est possible. Bon, donc avec ce défi-là, tu vas peut-être pas retourner tout de suite chez Michelin au mois de septembre. Il y a encore plein de choses à faire. C'est vrai que rien que d'en parler, je ressens l'émotion d'avoir envie d'aller plus loin. Après, je vous cache pas que ça a été l'année 2021 la plus difficile et de loin pour moi personnellement sur tout ce qu'on s'est dit sur faire réussir le projet, les décisions qui ont dû être prises à certains moments. Donc voilà, j'aspire avec toute l'équipe à trouver une trajectoire telle qu'on vient de la décrire et avoir un mode sérénité tout de même, parce que là ça a été difficile. On peut pas répéter des années comme ça. C'est quoi le plus difficile? Ça a été quoi? Le plus difficile, là, je peux le dire à Romain qui était là, mais la session de Nantes, par exemple, la veille, quasiment une majorité de l'équipe disait qu'il fallait annuler cette session. C'était la session de décembre. La session de décembre, il y a quelques jours, avec des conditions sanitaires qui ont changé au dernier moment, avec impossibilité de créer des moments de convivialité, alors que la CEC, c'est une convivialité. Donc on a dû annuler, changer tous les repas. On avait une ministre avec le préfet, des députés qui étaient attendus. On avait la SNCF qui, très gentiment, je tiens à les remercier, nous avait affrété une rame spéciale pour aller de Paris à Nantes pour qu'il y ait un peu un moment d'expérience. Et donc ça a mis un stress sur toute l'équipe. Et donc voilà, moi je me suis retrouvé à devoir prendre la décision soit d'annuler avec toutes les conséquences et peut-être faire perdre la dynamique de la CEC, soit maintenir mais avec les risques associés.
et puis des risques sanitaires avec lesquels on veut absolument pas jouer. Donc voilà, le leader à un moment donné, il a ce moment de décision et moi assez souvent je sens les choses et il y a des décisions qui me viennent toutes seules avec des intuitions fortes et donc là c'était un dilemme, j'en souhaite à personne parce que c'était extrêmement dur d'être dans cette situation-là et ce tiraillement. Mais voilà, puis il y a aussi ce qui est délicat aussi, c'est dans un projet qui va aussi vite et qui a une architecture qui change aussi souvent, c'est le facteur humain, faire que chaque personne se sente bien à chaque moment du projet, trouve un nouveau rôle dans lequel elle va pouvoir exprimer tous ses talents. Eh bien, il y a un moment des dispersions, il y a un moment des missions qui doivent se transformer, des nouvelles personnes qui émergent, et donc arriver à trouver un bien-être général quand ça bouge aussi vite, c'est extrêmement difficile et c'est vrai que ça m'impacte moi dans mon cœur quand je sens que quelqu'un est plus trop à sa place ou est en souffrance. Donc voilà, mode sérénité, c'est le mot pour 2022, si c'est possible. On peut te souhaiter. On est presque à la bascule là, donc c'est bien de poser l'intention pour 2022. On y a mis parcours, effectivement. Non, chouette. Merci beaucoup, Eric, pour ce que tu portes, pour ce que tu incarnes, pour ce que tu organises avec tes co-initiateurs, l'équipe de bénévoles. Moi, j'en profite pour remercier Marianne et Olivier qui nous accompagnent et qui sont des super COFA, l'équipe des moineaux, Laetitia chez nous là qui nous accompagne. Tu l'as rappelé avec beaucoup d'humilité que tu incarnes, c'est que ce nouveau style de leadership qui émerge et qui doit émerger sera un élément important dans cette transition, dans ce point de bascule, que ces vulnérabilités qui nous rassemblent, eh bien, c'est aussi notre commun, et que on fait ça, et tu l'as mentionné à plusieurs reprises, et c'est aussi nous la raison pour laquelle on a lancé ce podcast, c'est qu'on a aussi 2 petites filles, et tes enfants, nos enfants, on fait ça aussi pour eux, et que c'est non pas un mal nécessaire, mais c'est un bien souhaitable que l'on a. Mais pour tout ça, Eric, un grand merci de t'être prêté à l'échange et de nous avoir ouvert ton bureau, ton cœur, et c'était appréciable. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci pour l'écoute. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!